Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 15 mars 2025 et évidemment, nous allons tout d'abord parler de Koursk. Koursk est tombé, ça y est, non sans mal pour les Russes qui ont eu beaucoup de mal en effet à prendre Souja, qui était le quartier général ukrainien dans l'oblast de Koursk. Alors tout est tombé d'un coup, j'ai envie de vous dire. Alors peut-être du fait de cet exploit russe dont vous avez peut-être entendu parler, car nous avons 600 soldats russes qui ont pénétré dans un tuyau de gaz, donc un gazoduc, qui a été vidé au préalable de son gaz par les Russes. Donc c'est 600 soldats, 600, ça c'est le chiffre donné d'après la grande chaîne Telegram russe Ribal. Donc ces 600 soldats sont entrés dans ce gazoduc pour ensuite prendre les forces ukrainiennes par derrière, et ce qui leur aurait donné un avantage stratégique décisif, et cela aurait pu être un facteur qui a permis à la Russie de reprendre Koursk. Bon, ça c'est qu'une hypothèse, mais en tous les cas, c'est fort possible. Donc, outre cet exploit, bah, les Russes ont profité du fait que les forces ukrainiennes étaient complètement encerclées de toute manière. Et donc, comme déjà je vous l'avais montré sur la carte militaire de la semaine dernière, où j'avais été très étonné de l'énorme avancée russe, donc en fait ça s'explique du fait qu'il y a un retrait des forces ukrainiennes très important. Et ce retrait, bah, s'est accompagné de pas mal de prisonniers qui ont été faits par les Russes. Et en plus de cela, non seulement les Russes ont repris la quasi-totalité de l'oblast de Kursk, donc, je rappelle que Kursk est un oblast en Russie, donc non seulement ils ont repris la presque totalité, on va dire aller dans les 90% à peu près au moment où je vous parle, mais en plus ils ont même pris pied sur l'oblast de Soumy, donc en Ukraine. Alors vont-ils aller jusqu'à la grande ville de Soumy elle-même? Là est le point d'interrogation, mais en tous les cas, les Russes avancent dans l'oblast de Soumy. Donc non content d'avoir pris l'oblast de Kursk, donc afin que l'intégrité russe soit à nouveau pleine, en plus ils vont vers l'oblast de Soumy, donc il y a déjà des portions du territoire sur lesquelles les Russes se sont installés. Alors, des petites portions, alors nous verrons s'ils progressent ou non, encore une fois, vers la grande ville de Soumy. Nous verrons bien, mais en tous les cas, c'est une débâcle absolue côté ukrainien. Cela est absolument certain. Alors maintenant, est-ce que le général Sierski a donné un ordre de retraite concernant les forces ukrainiennes? Ben, j'ai entendu dire que oui, mais ça reste à confirmer. Du côté du gouvernement de Zelensky, officiellement, aucun ordre de retraite n'a été donné. Officiellement, le gouvernement de Zelensky dit qu'ils se battent toujours à Kursk. En tous les cas, bon, bref, les Ukrainiens s'en vont en masse, et c'est pour ça que les Russes arrivent à avancer si rapidement à Kursk. Donc je suppose que d'ici la fin du week-end, peut-être dimanche soir, ce sera fini et que Kursk sera à 100% prise. Je ne le sais pas, nous verrons bien, mais en tous les cas, cela ne saurait tarder. Alors il faut savoir que concernant Kursk, il y a Vladimir Poutine y a été, il a été reçu par le chef d'état-major Valery Gerasimov. Vladimir Poutine était en treillis complet, ce qui donne un message symbolique très fort. Vladimir Poutine a demandé aux forces ukrainiennes de se rendre,
qu'elle ne risquait absolument rien si elle se rendait. Alors nous verrons si les Ukrainiens écoutent cet appel, mais j'ai lu dans les rapports du gouvernement russe que les Russes feraient prisonniers donc les soldats ukrainiens qui se rendaient. Par contre, ce ne serait pas le cas des mercenaires de l'OTAN ou tout autre soldat étranger. Alors maintenant, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Ça veut dire que les Russes ne feront pas de prisonniers de ces gens-là. Est-ce qu'ils vont les tuer à vue? Je ne le sais pas. Bon, bref, c'est le flou complet. Mais en tout cas, moi, j'ai bien lu qu'il n'y aurait pas de prisonniers concernant les mercenaires de l'OTAN ou tout autre soldat étranger, que cela ne tenait que pour les soldats véritablement ukrainiens. Tout du moins, c'est ce que j'ai compris en lisant les rapports officiels. Bref, pour Kursk, voilà ce qu'on pouvait en dire. Donc Kursk avait démarré le 6 août de l'année dernière. C'était un plan absurde dès l'abord, hein, puisque je vous rappelle que très officiellement, Zelensky avait dit qu'il avait lancé cette attaque sur Kursk afin de dépeupler le front côté russe pour que des Russes soient envoyés sur Kursk. Cela n'a pas fonctionné. Certains disent que c'était aussi en double but pour prendre la centrale nucléaire de Kursk. Alors peut-être effectivement, mais en tout cas, même au pic de l'avancée ukrainienne, ils en étaient très très loin. Mais bon, c'est ce que certains disent. Et donc, évidemment, cela ne pouvait finir qu'en jus de boudin, cela ne pouvait finir que par une catastrophe. Et d'ailleurs, je vous avais montré un article de Forbes le 10 août de l'année dernière, où l'analyste militaire néerlandais, en conclusion, avait dit que ce plan était absurde et n'avait aucune chance de réussir. Donc même de grands médias l'avaient dit, hein, je n'étais pas le seul à le dire dès le départ. Beaucoup l'ont dit et beaucoup ne comprenaient pas d'ailleurs. Enfin bref, je rappelle aussi que cette avancée sur Kursk par les forces ukrainiennes, y ont participé les meilleures forces ukrainiennes justement, ainsi que des mercenaires de l'OTAN en grand nombre, en très grand nombre même, et le meilleur matériel de l'OTAN. Et on voit le résultat. Donc, les troupes d'élite ukrainiennes accompagnées des forces de l'OTAN, les mercenaires de l'OTAN, soi-disant les meilleurs soldats, avec le meilleur matériel, on voit ce que ça a donné. Alors d'un autre côté, si les forces d'élite ukrainiennes ont été formées en Allemagne, en Angleterre ou en France, je comprends que c'est donné ce résultat-là, hein. Je vous rappelle que je vous avais montré des articles du Wall Street Journal qui montraient des interviews de soldats ukrainiens qui avaient été formés en Angleterre. Et ces soldats ukrainiens avaient été extrêmement déçus de la formation en disant qu'elle était fort mauvaise. Et moi, à cette époque-là, je vous avais dit, mais ça ne restait que mon opinion à moi, je vous avais dit qu'en réalité, étant donné les plus de 2 ans de guerre qu'avaient beaucoup de soldats ukrainiens derrière eux, ce seraient les soldats ukrainiens qui devraient former les soldats de l'OTAN, en réalité. Mais bon, ça ce n'était que mon avis. Bref, donc Kursk débâcle complète, disais-je, et peut-être même que les Russes prendront une partie, voire l'entièreté de l'oblast de Soumy en Ukraine. Nous verrons bien. Alors, autre sujet, nous avons cette trêve de 30 jours qui a été décidée en Arabie Saoudite lors de la négociation États-Unis-Ukraine. Donc les États-Unis et l'Ukraine se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu de 30 jours. Alors bon, non sans mal, pour
montrer que les Américains étaient contents que les Ukrainiens aient cédé sur un cessez-le-feu, parce que les Ukrainiens ont toujours refusé un cessez-le-feu. Trump a dit qu'il allait redonner l'armement et les informations à l'Ukraine. Alors quand il dit redonner l'armement, les informations, c'est petitement, parce que d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai lu, effectivement, il y a eu un arrêt de l'approvisionnement de l'armement, mais il n'a pas été complet à 100% en réalité. Il n'a jamais cessé complètement en réalité, tout comme les informations d'ailleurs, et ça n'a duré que, d'après ce que j'ai compris, ça n'a duré 48 heures, hein, cette affaire. Donc c'était juste pour faire peur aux Ukrainiens afin que Zelensky signe l'accord pour les minéraux. Et puis voilà, en réalité c'était tout. Bon bref, donc les Ukrainiens ont eu leur récompense du fait qu'ils ont agréé ce cessez-le-feu de 30 jours. Vladimir Poutine a répondu poliment, il a dit oui, d'accord pour un cessez-le-feu de 30 jours, mais à mes conditions. Alors évidemment, quand on voit les conditions de Vladimir Poutine, bah, elles sont absolument évidentes et elles n'ont pas changé. Sauf que quand on lit le rapport exact du Kremlin quant aux conditions qui ont été fournies par Vladimir Poutine lors de sa réponse à Donald Trump, quand il lui a dit, bon, d'accord pour une trêve de 30 jours, mais je voudrais savoir quelle force vous allez utiliser pour faire respecter le cessez-le-feu sur une frontière d'environ 2000 km, et oui, et non pas 1000. Donc j'ai vu ça dans le rapport. Et donc combien d'hommes vous allez mettre en place pour faire respecter ce cessez-le-feu et comment vous allez faire respecter ce cessez-le-feu. Voilà. Plus bien d'autres conditions que je ne vais pas tous vous citer là, mais celles-là, c'était des conditions très pertinentes, très intéressantes à dire. Mais il y en a bien d'autres, sans compter évidemment le fait que l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN, qu'il y a une démilitarisation qui doit être faite, etc., etc. Vous connaissez les desiderata de Vladimir Poutine qui n'ont pas changé depuis le début. Et oui, ça n'a pas changé. Donc en gros, cette trêve de 30 jours et la réponse de Vladimir Poutine, c'est en gros, bah, l'affaire n'a pas avancé d'un iota, puisqu'on se retrouve à la case départ. Et bien entendu, Trump a fait du Trump, c'est-à-dire des déclarations contradictoires. Dans une interview au bureau ovale, il avait dit bon, concernant Vladimir Poutine, il a toutes les cartes en main. Donc, concernant les sanctions, nous allons y réfléchir. Peut-être que nous allons les utiliser pour faire fléchir la Russie. Ensuite, il a eu une autre conférence où il a dit, bon, en fin de compte, la Russie n'a pas toutes les cartes en main, c'est les États-Unis qui ont toutes les cartes en main, et nous pourrions utiliser des sanctions colossales contre la Russie pour les forcer à venir à la table des négociations. Voilà. Et ensuite, sa dernière déclaration que j'ai pu voir, moi, à ma connaissance, dans le bureau ovale, c'est, bon, on pourrait faire de grandes sanctions contre la Russie, afin d'affaiblir considérablement la Russie, parce que nous, on pourrait le faire. Mais je ne vais pas le faire, je vais retenir ma main. La sagesse, bon ça c'est moi qui rajoute, hein, la sagesse me le commande. Tout ça pour un esprit de paix, pour que la paix arrive vite en Ukraine, qu'il y ait plus de morts en Ukraine, parce qu'il y a beaucoup trop de morts en Ukraine. Et moi je veux que les négociations se passent bien, donc je pourrais faire de grosses sanctions contre la Russie, mais je n'en ferai rien, je ne ferai pas de sanctions. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. En plus, quand il y a eu ces négociations en Arabie Saoudite à Jeddah, eh bien, à ce moment, la veille, il y a eu une attaque massive de drones contre la Russie et en particulier sur Moscou. Donc, est-ce qu'on peut prendre ça comme un signe de sabotage de la part de l'Ukraine?
Oui, c'est tout à fait possible, puisque l'Ukraine fait toujours ça à la veille de grands événements, de grandes réunions. Hein, je vous l'avais dit, par exemple, à chaque fois qu'il y avait des réunions avec l'OTAN ou des chefs d'État de l'Union européenne, il y avait une immense propagande euh, ukrainienne en disant on a battu 17 Sukhoi 34 ou Sukhoi 35, on a abattu 2 A-50, les A-50 c'est l'équivalent des AWACS américains. Voilà, à chaque veille de grande réunion, c'est systématique hein, en plus, hein. Systématique. Je dis bien, il n'y a pas une occurrence où cela ne s'est pas passé. À chaque fois qu'il y avait une grosse réunion de prévue, quand il allait à Washington, il y avait quelque chose comme ça, où il faisait une grosse attaque contre la Russie. Tout ça pour montrer des opérations de com, pour dire regardez l'Ukraine, elle en a encore dans le ventre, elle peut encore se battre. Donc c'était des coups de communication à chaque fois, c'était comme ça. Bref, on a l'habitude, ça a toujours été comme ça. Donc ils n'ont pas dérogé à leur habitude et ils ont fait cette attaque massive de drones. Alors peut-être aussi du fait que Zelensky ait été très humilié à la Maison Blanche et qu'il a dû ramper devant Donald Trump qui lui disait qu'il arrêtait l'approvisionnement en armes et en informations. Donc je comprends sa frustration, sa colère qu'il doit contrôler, et donc il a fait cette attaque de drone pour saboter les négociations. Bon, au final, les négociations ont été faites, un cessez-le-feu de 30 jours a été décidé, Vladimir Poutine a répondu poliment pour ne pas froisser Donald Trump, mais en gros, ça voulait dire en réalité, parce qu'il faut le comprendre comme ça, la réponse de Vladimir Poutine, moi je vais prendre mon temps, tant que j'ai pas atteint tous mes objectifs militaires, je vais faire traîner les négociations, et quand j'aurai atteint tous mes objectifs militaires, là je négocierai vraiment, là on pourra réellement parler, mais tant que cela n'est pas fait, eh bien je continue. Et le fait qu'il se soit montré avec les caméras en treillis à Koursk, tout ça donne une image quand même d'homme résolu à aller jusqu'au bout. Nous verrons bien, mais en tous les cas, tout porte à croire que ça va se finir comme ça. Donc, cesser le feu de 30 jours, dont l'idée est absolument ridicule, grotesque, et ce qui prouve que Trump ne prend pas vraiment au sérieux cette paix. S'il prendrait au sérieux, il écouterait les desiderata des Russes. Parce que là, ce cessez-le-feu de 30 jours, bon, comme ça, sans demander l'avis aux Russes, hein, comment voulez-vous que les Russes acceptent un cessez-le-feu? Pourquoi l'accepteraient-ils? Donc là, j'avoue, je ne comprends pas du tout Trump, je ne comprends pas du tout cette négociation qui n'a absolument aucun sens pour déboucher sur ça. Donc comme si les Russes n'existaient pas, comme si les doléances des Russes n'existaient pas, on les ignore, on prie très fort le ciel que Vladimir Poutine accepte ce cessez-le-feu de 30 jours, et c'est tout. Et en plus, on a un Marco Rubio, donc le nouveau secrétaire d'État américain, qui a dit bon, on espère que la Russie va accepter ce cessez-le-feu, ne serait-ce que pour montrer un acte de bonne volonté. Vous imaginez un peu Marco Rubio. Donc bon, lui, il suit les ordres, vous allez me dire. Mais bon, je ne comprends pas Trump. Soit il ne sait vraiment pas négocier. Alors dans le sens vraiment pas négocier, pas de façon subtile, diplomatique et intelligente, hein, parce que Trump, on a vu que la façon de négocier de Trump, c'est toujours la même depuis que Trump est là, c'est-à-dire des menaces et de la tyrannie, en jouant sur la puissance américaine, donc en jouant sur je suis le plus fort, tu t'écrases et tu obéis. Voilà, c'est comme ça que Trump négocie depuis toujours.
On le voit pour le canal du Panama, on le voit pour le Canada, on le voit pour le Groenland, où il est très sérieux sur ces trois sujets. Attention, hein, c'est pas des paroles comme ça en l'air, hein, de Donald Trump, hein. Moi, j'ai lu des rapports comme quoi il avait demandé à des généraux de faire un plan militaire pour s'emparer du canal de Panama, hein. Et c'est très sérieux concernant le Canada, qui deviendrait le 51e État des États-Unis, hein. N'oublions pas les paroles de Justin Trudeau, hein, qui avait dit que Trump était très sérieux quant à cette idée-là, hein. Voilà. Et n'oublions pas que pour le Groenland, Trump ne lâche rien pour le Groenland. Il veut vraiment le Groenland. Et il l'a encore répété il y a récemment dans le bureau ovale, hein. Il est en train de tout faire pour cela, hein, parce qu'il considère que le Groenland, c'est nécessaire pour la survie des États-Unis concernant les ressources. Donc voilà, pour lui, c'est la sécurité nationale. Donc Trump, en réalité, n'est pas un négociateur. C'est une brute, en réalité, qui doit sa force de négociation uniquement par le fait que les États-Unis sont la première puissance mondiale. Voilà, mais pour moi, ce n'est pas de la négociation. Dire je suis le plus fort, tu t'écrases, tu obéis et c'est tout, moi j'appelle pas ça de la négociation. Le problème, c'est que Trump a tellement joué sur cette corde-là depuis toujours que il pense qu'avec la Russie, ça fera pareil. Mais non, ça fait pas pareil. Ça fait pas pareil. Là, on parle de la Russie. Même avec la Corée du Nord, hein, il a été voir deux fois Kim Jong-un. Il a fait du Trump. Mais la Corée du Nord, c'est pas le Panama. La Corée du Nord, c'est pas le Canada. Et ni le Groenland. Donc dès qu'il y a des adversaires puissants, les négociations de Trump, ça ne fonctionne pas. Quand il était voir Kim Jong-un, il avait dit à Kim Jong-un, bon, t'arrêtes de faire des essais nucléaires, je ne veux pas que t'aies de missiles nucléaires, point barre. Et c'est tout, comme ça, sans contrepartie. Par exemple, il aurait pu dire, bon, t'arrêtes tes essais nucléaires, je veux pas que t'aies de missiles nucléaires, mais d'un autre côté, on renormalise les relations, j'enlève toutes les sanctions contre la Corée du Nord. Voilà, il aurait pu dire ça par exemple, mais non, 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 c'était unilatéral. Et il pense que c'est pareil avec la Russie. Donc là, quand on voit la dernière interview de Donald Trump concernant le cessez-le-feu de 30 jours, là il dit j'espère que les Russes vont accepter. J'espère. Voilà. Ça, c'est pas de la négociation. La négociation, c'est des concessions de part et d'autre. C'est bon, d'accord, on va renormaliser tout ça. J'enlève les sanctions. Toi, t'acceptes ça. Si je fais ci, je fais ça, etc. Sauf qu'il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Trump n'est pas venu avec un plan de paix. Il n'y avait rien. D'ailleurs, ça a été dit par Monsieur Lavrov. Donc, faut espérer que les négociations évoluent. Et Vladimir Poutine l'a bien compris, c'est pour ça qu'il continue, juste à temps qu'il aura atteint tous ses objectifs militaires. Tout du moins, j'en suis persuadé. C'est mon opinion. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire concernant cessez-le-feu de 30 jours. Dans cette vidéo, comme d'habitude, il y aura bien d'autres sujets croustillants, comme d'habitude, donc à ne pas manquer. Et n'oubliez pas aussi que la carte militaire, ce sera lundi qui vient. Elle aussi sera bien croustillante à ne pas manquer aussi lundi. Bref, commençons. Alors voici la carte la plus récente que j'ai pu avoir qui date du 13 mars qui vous montre l'avancée russe énorme. Pour vous situer, Souja est là. Souja, l'ex-quartier général ukrainien à Kursk. Donc Souja est là. Et comme vous pouvez le voir, les Russes ont pris quasiment entièrement Kursk. Il reste encore des petites poches, mais là ça va disparaître très très rapidement. Et là, ce qui a été entouré en jaune est intéressant, puisqu'on peut voir que les Russes ont pris pied dans l'oblast de Soumy. Ça
peut peut-être être un signe comme quoi ils vont avancer vers la ville de Soumy. Peut-être, peut-être. Et là aussi, ils ont pris pied en Ukraine. Et ça fait longtemps, ça fait quelques mois maintenant qu'ils sont ici. Ça, c'est relativement nouveau, mais ça fait quelques mois qu'ils sont ici. Donc, je ne le sais pas. Donc là, est-ce qu'il y aura une tenaille qui va être faite? Voilà, donc tout ça, c'est côté Ukraine en vert, hein. Ça, c'est côté Ukraine. Donc voilà, donc on va voir ce que ça donne. Alors là, je vais vous montrer un petit florilège de tweets qui en dit beaucoup. Beaucoup de ce que pense Washington, l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. Alors peut-être que Washington s'écharpe avec l'Union européenne concernant l'économie, puisque l'Union européenne, d'après Trump, doit baisser la tête et obéir aux ordres américains. Bon, là, il y a un désaccord profond, certes, mais d'un point de vue militaire concernant la Russie, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de points communs avec Washington et l'Union européenne. Regardez ça. Là, on a Marco Rubio qui dit, bon, après le coup du cessez-le-feu 30 jours, il dit la balle est maintenant du côté russe. Là, on a Kaja Kallas qui dit la balle, comme toujours, est du côté russe. Là, on a Ursula von der Leyen qui dit la balle est maintenant du côté russe. Là, on a Macron qui dit la balle est maintenant clairement du côté russe. Donc, vous voyez, c'est un peu comme une propagande journalistique classique, que ça soit le Covid, le terrorisme, où vous entendez tous les journalistes occidentaux reprendre exactement les mêmes phrases comme des perroquets. Donc on a vraiment l'impression que ça a été concerté, ce bal médiatique. Attendez, c'est pas fini. Et oui, n'oublions pas Keir Starmer qui dit la balle est maintenant du côté russe. Vous voyez? Bon, et puis bien évidemment, on a aussi les journaux, bien évidemment. Et on va finir avec The London Times pour reprendre un grand journal médiatique occidental, bien évidemment, qui dit la balle est dans le camp de la Russie, qui répète évidemment ce que disent de concert les personnages qu'on a vus précédemment. Tous des bellicistes convaincus, bien évidemment, et russophobes confirmés aussi, pourrait-on ajouter. Alors on a le New York Times qui nous dit l'Ukraine soutient cessez-le-feu 30 jours alors que les États-Unis annoncent la reprise de leur aide militaire. L'accord annoncé mardi a donné un nouvel élan aux efforts visant à mettre fin au combat, la balle étant désormais dans le camp de la Russie pour toute trêve. La balle dans le camp de la Russie, on va l'entendre partout, ça va être omniprésent maintenant, a déclaré Marco Rubio. Bref, donc bon, les États-Unis étaient très contents que l'Ukraine lâche le morceau sur le cessez-le-feu qu'elle ne voulait jamais faire auparavant. Donc là, elle a lâché. Trump, il a dit, bon, t'as lâché ça, moi je vais reprendre l'armement, etc. Mais quand même, chose qui n'est dit nulle part dans les médias, tout du moins je ne l'ai pas vu, moi. Mais Zelensky a quand même donné 2 lignes rouges à Trump. Il a donné 2 lignes rouges. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de limite de la taille de l'armée ukrainienne dans le futur et que l'Ukraine puisse entrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Voilà, il a donné ces 2 lignes rouges à Trump, Zelensky. Ça, on n'entend pas parler dans les médias. Encore une fois, je ne l'ai pas vu, tout du moins. Voilà, donc c'était intéressant de lire ce qu'ils se sont dit concernant le rapport officiel de Jeddah. C'était intéressant à lire, d'avoir ces 2 lignes rouges tracées par Zelensky. Et pourtant, on n'entend pas parler. Et pourquoi on n'entend pas parler? Parce que ces 2 lignes rouges qui, évidemment, Vladimir Poutine va rejeter immédiatement. Alors, bon, les médias n'en parlent pas parce que si ça se savait, eh bien, ça donnerait du grain à moudre à la Russie pour dire, bah écoutez, vous voyez, l'Ukraine participe à des négociations et ça sert à quoi? Ça a fait quoi?
ils tiennent toujours à rentrer dans l'OTAN, ce qu'on ne veut pas, et ils ne veulent pas un désarmement, puisque indirectement, il dit, bon, je ne veux pas que la taille de mon armée soit diminuée. Donc voilà, qu'elle soit réduite. Donc ça veut dire que l'Ukraine ne veut pas désarmer. Bref, les deux points les plus importants de la Russie, Zelensky, il a dit, je vous préviens, ça c'est les deux lignes rouges à Jeddah, hein. Donc bon, voilà. Bon, c'était quand même extrêmement important à rapporter. Ici, un article de actu.fr qui nous dit guerre en Ukraine, Moscou visé par une attaque massive de drones juste avant des pourparlers pour la paix. À quelques heures d'une réunion entre Ukrainiens et Américains, Moscou est visé par une grande attaque de drones ukrainiens. Il y aurait au moins 3 morts. Voilà, à suite à cette attaque, 3 Russes morts et une quinzaine de blessés, je crois. Donc, vous voyez, là, ça montre que vraiment l'Ukraine sabote clairement les négociations entre les États-Unis et la Russie. C'est du sabotage de négociations. Bien évidemment, faut pas oublier que Zelensky vient d'être gravement humilié et que là, il est obligé de jouer les lèche-bottes pour essayer de rattraper la chose suite à son meeting calamiteux à la Maison-Blanche. Donc il est humilié et il est obligé de jouer les lèche-bottes. Et en plus, n'oublions pas qu'il a tracé 2 lignes rouges que les Américains, évidemment, ne veulent pas respecter, bien évidemment. Donc Zelensky veut continuer, mais comme c'est normal selon son point de vue, à être toujours en guerre, puisqu'il sait qu'il aura au moins toute l'Union européenne derrière lui. Donc ils vont pourvoir à l'armement, aux subsides, quitte à appauvrir complètement l'Europe et que ça devienne une catastrophe économique, bon peu importe, il sait qu'il aura le soutien de l'Union européenne. Donc il tente le tout pour le tout, Zelensky. Et ça c'est la méthode habituelle Zelensky. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un grand meeting, que ça soit un meeting de l'OTAN ou une grande réunion des chefs d'État de l'Union européenne, eh bien, il fait ce genre de coup. Voilà, ou de propagande aussi, hein. C'est-à-dire, regardez, la veille, on a abattu 2 A-50, donc l'équivalent des drones, des AWACS russes. On en a abattu 2, et puis on a abattu des Sukhoi 35, on en a abattu 17, voilà. Et ça, c'est toujours avant un grand sommet. Il y a ce genre d'événement qui se passe, eh bien il fait toujours la même chose, sauf que là, bon là c'est du côté inverse, là c'est anti-négociation américaine. Tout du moins c'est ce que je pense. Là, le New York Times qui nous dit Trump qualifie les discussions entre les États-Unis et Poutine de bonnes et productives. Les discussions à Moscou avec Steve Witkoff ont montré que la Russie était désireuse de poursuivre les négociations avec les États-Unis sur l'Ukraine. Alors, est-ce que vous avez vu la dernière interview de Donald Trump? Donald Trump, il a dit ouais, c'est bien et productif. Ah, j'espère vraiment que Moscou va accepter le cessez-le-feu. J'espère, hein, ah bah s'il n'accepte pas, ah, ce serait vraiment dommage. Vous notez qu'il a fini dans le vague. Il n'a pas dit je vais donner encore plus de sanctions à la Russie. Il a dit ah, ce serait vraiment dommage, hein. Voilà, il s'arrêtait là. Il n'a pas donné plus de précision. Bon, comme il n'attendait plus rien en réalité de la Russie par rapport à ce qu'il espérait. Donc là, ce qui va se passer, c'est que maintenant, il va y avoir un balai diplomatique sérieux et intense concernant les négociations, avec, comme je le disais en introduction, un Vladimir Poutine qui va jouer la montre jusqu'à ce qu'il ait atteint ses objectifs militaires. Tout du moins, c'est mon avis. Mais en attendant, ce qu'a dit Vladimir Poutine un petit peu plus précisément, il a dit, bon, je suis d'accord, un cessez-le-feu, mais il y a des questions qui sont soulevées. Quelle force va servir de maintien de la paix pour en gros près de 2000 km de frontières? Comment comptez-vous faire pour faire respecter le cessez-le-feu sur une telle distance? Avec quels moyens? Donc bon, il a posé plein d'autres questions comme ça, très pertinentes. Donc à la fin, Vladimir Poutine, il balance
plein d'autres choses, hein, plein d'autres questions. Et il dit, ben voilà, quand toutes ces réponses, quand toutes ces questions, pardon, auront des réponses, bah là on pourra discuter sérieusement. Donc là, Vladimir Poutine a joué vraiment la bande, hein. Il a été très subtil dans sa réponse pour ne pas rejeter complètement Trump, pour laisser une petite fenêtre d'espoir afin que Trump ne perde pas la face et puisse rebondir aux yeux du monde entier pour dire ah bah regardez tous mes efforts et vous voyez Vladimir Poutine, hein, il veut toujours négocier avec moi, hein, vous avez vu. Voilà, et Vladimir Poutine, évidemment, l'a joué subtil, mais nul n'est dupe. Et Donald Trump n'est pas dupe, hein. Tout le monde a bien compris que Vladimir Poutine, bon, a été poli, a pas complètement refermé la porte, mais bon, voilà. D'un autre côté, on en est toujours au même point. On n'a pas avancé d'un iota en réalité. Ici, on a Reuters qui nous dit les États-Unis envisagent d'assouplir rapidement les sanctions énergétiques contre la Russie si la guerre prend fin, selon des sources. Ah bah oui, il y a un assouplissement. On a déjà de grandes compagnies américaines qui envisagent sérieusement de retourner en Russie. Bon, c'est pas encore fait, mais en tous les cas, c'est dans les tuyaux ce genre de projet. Et là, on a les États-Unis, Donald Trump, qui veut assouplir rapidement les sanctions. Bah rapidement, pourquoi? Parce que il veut en terminer avec ces négociations le plus rapidement possible. Il veut la paix le plus rapidement possible afin de tenir ses promesses, de ne pas perdre la face. Et puis bon, peut-être aussi d'éviter d'être obligé d'armer l'Ukraine. Et oui, donc déjà le fait qu'il ait réarmé, quoi, laisser l'approvisionnement arriver à nouveau en Ukraine en armement, prouve déjà qu'il n'a pas bien compris comment ça se passe des négociations. En pleine négociation, jouer en permanence le chaud et le froid en disant j'assouplis les sanctions énergétiques, mais d'un autre côté, bon, je réarme l'Ukraine parce que l'Ukraine a été gentille et ils acceptent un cessez-le-feu de 30 jours. Bon, c'est des signaux contradictoires qui décrédibilisent complètement Trump et les États-Unis. Bon, ça touche pas Moscou de toute manière. Moscou a son plan. Il ne déviera pas, bien évidemment. Le temps joue pour la Russie et donc Vladimir Poutine n'a plus qu'à prendre du popcorn et regarder le spectacle passer, tout simplement. Ici un article de The Times of India qui nous dit les pays d'Europe de l'Est envisagent une frappe préventive contre la Russie dans un contexte de tensions croissantes, selon un rapport du Financial Times. Selon le Financial Times, plusieurs pays d'Europe de l'Est envisageraient une frappe préventive contre la Russie. Ce débat fait suite aux négociations de paix entre les États-Unis et la Russie et aux inquiétudes croissantes concernant les ambitions militaires de Moscou. Un haut responsable politique d'Europe de l'Est a remis en question l'attente d'une attaque russe, suggérant qu'attaquer en premier pourrait être une décision stratégique. Et oui, on en est là, hein. Les pays d'Europe de l'Est, hein, bon, Lettonie, Lituanie, Estonie, pour ne prendre que ceux-là, eux sont des fous de guerre. Bref, quand vous lisez ça, qu'est-ce que vous pouvez en penser? Ben, que c'est d'un bellicisme grotesque, voire même pathétique. Mais c'est ainsi. Alors ici, un article très amusant d'Associated Press qui nous dit la dissuasion est une question clé, alors que les chefs d'armée de plus de 30 pays parlent d'une force en Ukraine. De hauts responsables militaires de toute l'Europe et d'ailleurs ont participé mardi à Paris à des discussions sur les contours possibles d'une force de sécurité internationale pour l'Ukraine, une idée que la France et la Grande-Bretagne poussent pour dissuader toute future agression russe contre son voisin si Moscou et Kiev acceptent de cesser les combats. L'effort mené par la France et le Royaume-Uni pour rassurer l'Ukraine et la protéger d'une nouvelle agression russe si elle accepte un cessez-le-feu. Ah oui, bah bon. C'est pour ça que l'Ukraine a accepté le cessez-le-feu, intervient alors que Kiev subit une forte pression de la part de Trump pour engager des négociations de paix.
Alors pourquoi très amusant de lire ce genre de choses? Parce que, et d'une, ça n'arrivera jamais, selon moi, bien sûr, cela ne reste que mon opinion, ça n'arrivera jamais. Alors pourquoi je dis que j'en suis persuadé que c'est mon opinion? C'est parce que déjà, ça coûterait combien de faire ça? Qui serait le général en chef qui déciderait de la décision de frapper la Russie? Voilà, si jamais la Russie envahissait un pays, par exemple, on va dire la Finlande, qui déciderait? Ah, bah, il y aura des pays qui diront, ah bah non, nous on veut pas frapper la Russie, parce qu'imaginez-vous les conséquences, Troisième Guerre mondiale, où à minima, on n'aurait plus de pétrole et de gaz russe, et nous on en a encore besoin, hein. Voilà, hein. Donc, bref, pour moi, ça n'arrivera jamais, ça c'est que des parlottes, mais encore une fois, ils sont tellement fous, on ne sait jamais. Mais moi, ça me fait doucement rigoler parce qu'on va parler de la France, que je suis français quand même à la base. Moi, je vois une France qui est incapable de gérer un trafic de drogue énorme, le terrorisme en France qui est incapable de gérer ses dettes, son déficit, sa balance commerciale, bref, qui a des crises gigantesques en interne à absolument tous les niveaux, les hôpitaux, la justice, la police, le chômage, l'économie, la crise énergétique. Et encore une fois, pour revenir quand même au sujet militaire, des forces de l'ordre, on va dire, qui sont incapables d'arrêter une immigration à nos frontières, qui sont incapables de renvoyer des OQTF, qui sont incapables, encore une fois, parce que c'est important, d'arrêter les trafiquants de drogue, et on serait capable d'arrêter la Russie. Voilà. Non, mais il faut quand même à un moment donné redescendre sur Terre. Alors toujours dans les articles très amusants, on a Politico qui nous dit le Parlement français demande la saisie des avoirs gelés russes. Ah, c'est très drôle ça, très très drôle. Et pourtant, la France s'est jusqu'à présent publiquement opposée à cette initiative, craignant qu'elle ne viole le droit international et n'effraie les investisseurs. Bah oui, et là, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le droit international permet de voler des avoirs étrangers? Est-ce que le permet maintenant le droit? Non. Est-ce que ça va plus effrayer les investisseurs si on fait ça? Bah si. Bah pourquoi on fait un vote au Parlement? Vous voyez à quel point on est tombé bas quand même, hein. C'est pathétique, on fait vraiment pitié nous les Français, hein. Bon, il n'y a pas que les Français bien sûr, mais bon, comme on est en France, on va parler de la France quand même. Donc la France fait vraiment pitié, hein. Alors voilà, lorsqu'il en est, c'est plus de 60% des députés présents ont voté en faveur de la mesure. 60% des députés ont voté en faveur de la mesure. Plus de 60. Imaginez-vous un petit peu les députés du Parlement. C'est vraiment, ça fait pitié, hein. Ça fait vraiment pitié, hein. L'état de notre Parlement, là, on le voit, hein. On voit vraiment l'état de notre Parlement et donc de nos députés, hein. Et regardez, le RN, j'aime bien l'ajout de extrême droite, hein. J'adore. Le RN s'est abstenu. Il n'a pas voté contre, il s'est abstenu. Elle est belle l'opposition en France, hein. Elle est belle, hein. Honte, honte au RN. Aucun courage. Ouais, ouais. Mais bon, on a l'habitude avec le RN. Et là, on a bon, la France insoumise, extrême gauche, hein, au cas où on ne comprendrait pas, a massivement voté contre. Bon, là, j'ai rien à dire. Mais bon, bref, vous voyez un peu le ridicule, vraiment le ridicule. Parce que comme si les Français tout seuls, dans leur coin, allaient débloquer les avoirs russes qui sont à Bruxelles en plus, même pas en France. Mais bon, c'est ça la France de nos jours. On va finir par deux articles sur l'armement. Article de Military Watch Magazine qui nous dit l'armée de l'air ukrainienne déplore que les F-16 ne puissent pas rivaliser avec les Sukhoi 35 russes. 7 mois après la livraison des premiers chasseurs F-16 de 4e génération à l'Ukraine, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne Yuri Ignat a donné un aperçu des capacités de ces chasseurs
affirmant qu'ils étaient incapables d'affronter les chasseurs Sukhoi 35 de 4e génération de l'armée de l'air russe. Les modifications apportées à l'Ukraine ne peuvent pas rivaliser en combat aérien. Nous avons besoin d'une approche globale, car le Sukhoi 35 russe est un avion relativement récent. Cela comprend une défense aérienne au sol, des systèmes de guerre électronique et idéalement un radar aéroporté. Les radars embarqués pour nos avions et nos missiles air-air sont également essentiels, a-t-il observé. Les capacités des F-16 fournies à l'Ukraine ont été maintes fois remises en question, les avions étant fournis d'occasion par la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège, qui ont reçu les tout premiers modèles dans les années 1980. Ces chasseurs ne s'appuient pas seulement sur des radars à balayage mécanique obsolètes, mais ne disposent pas non plus du système de liaison de données Link 16, ce qui limite considérablement leur capacité à fonctionner dans le cadre d'un réseau avec d'autres actifs. Donc là, on nous dit, bien que les retards importants dans les efforts russes pour déployer une flotte de chasseurs modernes de 5e génération aient eu un effet très préjudiciable sur les capacités de ces meilleures unités de chasse, en particulier par rapport à celles déployées par la Chine et les États-Unis, face aux F-16 vieillissants dont l'Ukraine a bénéficié, les avantages dont bénéficient les chasseurs de première ligne russes sont écrasants. Prenons l'exemple des capteurs primaires. Le radar à balayage électronique Irbis-E du Sukhoi 35 est non seulement technologiquement en avance de plus de 2 décennies en termes de sophistication, mais est également près de 5 fois plus grand que les radars des F-16 de l'époque de la guerre froide, tandis que les radars à balayage mécanique plus anciens sont très vulnérables au brouillage sur les champs de bataille du XXIe siècle. Donc là, après, on nous dit que les F-16 ont suscité de grands espoirs, mais qu'au final, comme c'est des F-16 de première génération, des années 80, donc les tout premiers F-16 qui ont été donnés à l'Ukraine, comparé au Sukhoi 35, comme le dit Yuri Ignat, le Sukhoi 35 est beaucoup plus puissant que le F-16 des années 80 donné par ces pays européens à l'Ukraine. Donc voilà, il va falloir faire autre chose que donner des F-16 vieillissants à l'Ukraine. En gros, les pays qui ont donné les F-16 s'en débarrassaient et ça leur donnait bonne conscience. C'est aussi simple que ça. C'est exactement ce que a fait la France avec les Mirage 2000 qui ont été tout récemment utilisés par l'Ukraine. Bref, c'est un moyen bien pratique pour se débarrasser du vieux matériel tout en se donnant bonne conscience et en plus en libérant de la place dans les hangars. Bref, solution parfaite. Un dernier article de Military Watch Magazine qui nous dit les stocks de missiles ATACMS de l'Ukraine sont épuisés. Un coup dur pour l'effort de guerre. L'armée ukrainienne a épuisé ses stocks de missiles ATACMS fournis par les États-Unis lors des hostilités avec la Russie, selon un rapport d'un responsable américain à l'Associated Press. Le stock ukrainien d'ATACMS était entièrement épuisé fin janvier, tandis que le pays a récemment reçu moins de 40 nouveaux missiles pour le réapprovisionner. Les missiles ATACMS nécessitent l'utilisation de réseaux satellitaires occidentaux pour le ciblage, ainsi que la présence importante de personnel d'active et de sous-traitants de pays occidentaux. Alors ça veut dire en gros que les ATACMS doivent être utilisés par des techniciens américains. Les drones de surveillance américains Global Hawk volant près de la Russie auraient également fourni un soutien essentiel permettant une utilisation efficace des missiles. L'efficacité des systèmes ATACMS aurait parfois été entravée par l'utilisation efficace des systèmes de guerre électronique russes. En mai 2024, David T. Pine, chercheur au sein du groupe de travail EMP et ancien officier du ministère américain de la Défense, a rapporté que la Russie dispose des systèmes de guerre électronique les plus performants au monde, avec la plus longue portée et les brouilleurs GPS et radiofréquences les plus puissants de toutes les nations, ajoutant qu'il était impressionné par la rapidité avec laquelle les brouilleurs longue portée russes
ont pu s'adapter au brouillage des nouveaux systèmes d'armes américains et de l'OTAN introduits dans le conflit. Il avait alors prédit que les brouilleurs GPS russes se révéleront probablement de plus en plus efficaces contre les missiles ATACMS à longue portée récemment fournis par les États-Unis. L'efficacité de la guerre électronique russe face aux contre-mesures de l'ATACMS a été vivement débattue par les analystes du conflit. Si les systèmes de guerre électronique ont assuré une certaine protection aux unités de première ligne, l'ATACMS a prouvé sa capacité à attaquer des cibles situées loin derrière les lignes russes, avec une victoire notable remportée en mai 2024 avec la destruction de 2 précieux intercepteurs MiG-31BM russes sur la base aérienne de Belek en Crimée, mais pas que aussi. Ils ont réussi à détruire un radar 92 N6, donc de S400, ainsi que 2 lanceurs S400. Voilà, 2 lanceurs. Donc 3 attaques majeures faites par les attaques MS qui ont bien réussi côté occidental. Mais bon, les brouilleurs russes font leur activité habituelle, c'est-à-dire brouiller efficacement les missiles des occidentaux. Alors on a les attaques MS, mais on a aussi les Storm Shadows et les HIMARS et les drones, etc. Voilà, c'était intéressant à souligner. Bref, voilà, donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci encore à tous pour tout cela, et toujours, soyez curieux.